vous êtes sur MN Télévision et l'émission n'a pas changé, c'est la grande interview. Aujourd'hui, c'est vendredi et l'invité aussi n'a pas changé, c'est toujours Monsieur Aimé Emmanuel Yoka. Vous avez vu que ce n'est pas celui qui est le ministre de la Justice, mais c'est son fils. Écoute, avant l'interruption publicitaire, je demandais à M. Emmanuel Yoka, on n'a pas de problème d'expertise. Vous-même, M. Emmanuel Yoka, je sais que vous allez me dire oui. Est-ce que vous avez l'expertise de cette fonction? Comme je dis, vous savez que j'allais dire oui, donc je confirme. Je dis oui, j'ai effectivement l'expertise. Elle me vient de mon parcours, déjà de ma formation. Puisque je suis diplômé du Centre énergétique et minier du Royaume-Uni, où j'ai obtenu une distinction dans mon Master of Science, donc rien que par rapport à la qualification. Et avant d'arriver à Congo Iron, je n'étais pas sur mon canapé en train de regarder la télé. J'ai été débauché de BHP Billiton, qui est le premier groupe minier au monde, où j'ai assuré la gestion de la division stratégique des commodités. Donc ça, je crois que ça me donne une certaine qualification, et je suis également membre de la société des miniers, qui est une société internationale australienne. D'accord, c'est bien. Parce que moi personnellement, le jour qu'on m'a dit que j'ai dit Aimé Emmanuel Yoka, j'ai me dit non, c'est normal. Comme son papa c'est le ministre de la Justice, l'un des barons de ce régime, on a fait une recommandation, allez recruter moi M. Emmanuel Yoka là-bas, parce que je suis obligé de vous dire ça, les gens m'ont dit bon c'est normal, Christelle est à la SNPC, M. Emmanuel Yoka a donc décidé que son fils va au secteur minier, et qu'il était un peu plus malin, il a décidé que vous faites, mais dites-moi, pourquoi c'est vous qui avez choisi de faire ce secteur, ou c'est votre papa qui a dit écoute, c'est un secteur porteur dans les années à venir, allez vous inscrire là-bas et apprenez cette formation. Je vais quand même préciser quelques éléments. Oui. Le premier élément, c'est que la majorité actuelle est revenue aux affaires en 97. Oui. Donc, si j'avais voulu profiter de népotisme, je n'aurais pas attendu 2013 pour rentrer au Congo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je travaille pour une société privée, étrangère. Je ne suis pas dans une société publique de l'État. Ça, c'est un élément important. Troisièmement, les actionnaires majoritaires de ces sociétés sont des Australiens qui ont un certain code éthique et qui ont certaines méthodes de recrutement qui sont tout à fait transparentes. Donc, ils sont capables de vous sortir ce que j'ai dit pendant ma première interview et ma dernière interview, le processus d'interview qui a duré 2 mois pendant que j'étais à Singapour. Il y a des traces très très claires à ce niveau-là. Donc, donc, pour répondre à votre question, comment je suis arrivé là, moi j'ai bien évidemment des principes qui guident ma vie. Le premier principe, c'est de me dire que je dois travailler comme si mon succès ne dépendait que de moi. Et le deuxième principe, c'est de me dire que je dois prier comme si mon succès ne dépendait que de Dieu. Tout le reste n'est que le gribouillage des hommes, à mon avis. D'accord, c'est normal. Si vous avez travaillé à BHP Billiton, oui, je connais, ça veut dire que vous n'avez pas profité parce que vous êtes un yoka. Ah, ça c'est clair. C'est une société privée. En Australie, personne ne connaît les yokas, en oui. tout cas pas ma connaissance. D'accord. Non, moi je ne refuse pas, je sais que c'est ça. Bon, l'autre question que je voulais vous poser, que je crois que vous aviez déjà oublié, je ne veux pas m'attarder dessus, c'est maintenant, vous avez dit c'est entre 2 pays, le Cameroun et le Congo. Donc là-bas c'est Cam Iron, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ici c'est Congo Iron. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites, les deux entités-là, pour que les populations de ces 2 pays-là et les régions concernées puissent bénéficier de l'exploitation minière dans leur localité? En dehors de construire les stades et les écoles. Nous, en tant que société, c'est-à-dire que on a déjà pris l'engagement de dépenser environ entre 0,5 et 0,75% de notre profit après taxe, juste pour les communautés qui seront avoisinantes. 0,75% de notre profit après taxe, ça pourrait sembler comme un maigre chiffre, mais c'est quelque chose qui représente quand même à peu près 3 millions de dollars selon nos projections,
qui seront directement alloués aux communautés. Donc ça, c'est déjà un engagement assez significatif pour l'amélioration du train de vie des gens dans les localités de Malam et de Nabeba. D'accord. Mais vous savez que ce sont les localités forestières. J'imagine que vous n'avez pas détruit toute la forêt là-bas. Non, nous n'avons pas détruit la forêt, d'autant plus que nous avons, dans le cadre de notre développement environnemental et social, c'est-à-dire que pour tout endroit que nous détruisons, nous avons ce qu'on appelle les offsets. On doit replanter l'équivalent de ce qu'on aura détruit. Et ce qui est détruit est toujours pour le strict minimum pour les bien-être du fonctionnement, pour le bon fonctionnement de la mine. Vous pouvez me donner un peu un chiffre de ce que vous avez détruit déjà? Non, je ne peux pas vous donner des chiffres de ce que nous avons détruit parce que nous n'avons pas fini. Vous n'avez pas fini? Oui. Vous avez déjà commencé quand même à faire le plan d'afforestation encore, ou les forêts que vous avez détruites, les portions? Non, parce que comme je l'ai dit, la construction de la mine n'a pas commencé. N'a pas commencé. Non, pas commencé. C'est une fois que les financements seront bouclés, là nous allons commencer à défricher. Mais nous avons des prévisions de l'espace qui va être nécessaire. On aura besoin d'à peu près 2000 hectares pour la construction de la mine. Et voilà. Vous allez encore replanter 2000 où vous allez refaire la même superficie détruite. Les 2000 hectares, vous allez encore replanter encore les forêts sur 2000 hectares? Non, parce que les critères au niveau international ne sont jamais de replanter autant que vous. Généralement, on essaie de replanter au moins le quart de ce qu'on a fait. Ça, c'est la première phase. Et après, maintenant, dans tout ce qui est notre contribution à l'environnement, on essaie de minimiser l'impact. C'est-à-dire qu'on va, dans les 10 premières années, nous, on va utiliser du diesel. Mais la deuxième phase, on va donc contribuer à ce qu'on ait de l'hydroélectricité. Donc, on va utiliser des chutes. Encore une fois, pour minimiser d'une manière globale l'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est l'engagement qu'on a également pris dans notre projet. D'accord. Vous savez, là-bas aussi, je crois qu'il y a les peuples autochtones là-bas. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Parce que je suis allé dans la Lekumu, dans la CBT, il y a la municipalisation accélérée qui va avoir lieu. Ils veulent construire un stade de football dans les localités des peuples autochtones. Ils les ont détruit leurs habitations. On les laisse à la pâture. Est-ce que c'est la même chose que vous allez faire là-bas avec les peuples autochtones? Non, nous on fait pas ça, pas parce que nous sommes nécessairement des enfants de cœur, mais vous savez que tout projet minier a le regard des NGO, des ONG, pardon, dessus. Donc on fait toujours très attention. Et on a un procédé qui s'appelle les revues, les Land Disturbance Reviews, où avant de commencer à déplacer des gens ou même couper un arbre, on se concerte avec les localités, les populations locales en fait. Donc c'est jamais fait de manière arbitraire où on arrive et on dit aux gens vous partez. Si des gens doivent être expropriés, non seulement on leur explique pourquoi, et on le fait d'une telle manière qu'ils trouvent un autre endroit où ils peuvent s'installer. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'à Hélène, vous avez pas mal déjà de cantonnements tout au long du projet, mais c'est encore une fois, nous on sait qu'on a le regard des ONG et nos propres codes éthiques sur lequel j'étais tout à l'heure, nous interdit formellement de procéder à ce genre d'expropriation parce qu'on sait très bien par expérience qu'il y a plusieurs projets miniers qui se sont vus arrêter à cause de ces raisons. Donc c'est quelque chose qu'on prend très 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 au sérieux. Donc Congo Iron, c'est les enfants de cœur, ils ne font rien du mal. Pour l'instant, n'oublie pas une chose, c'est que ça fait 3 ans que nous sommes en exemple. Donc, plus votre histoire est courte, moins vous avez la possibilité de montrer que votre cœur est peut-être pas aussi bon que vous prétendez l'être. Donc, on va attendre de voir, une fois qu'on rentre en production, si on ne respecte pas nos engagements. Et là, on pourra nous dire, Congo Iron ne respecte pas ses enfants de cœur. Mais en tout cas, pour l'heure, si vous parlez aux populations autochtones, ils vous diront que pour l'instant, nous avons fait que du bien à ces populations-là. Nous avons creusé des puits d'eau pour eux, c'était des choses qu'ils n'avaient pas nécessairement. C'est vous qui le dites, il faudra que nous-mêmes on aille là-bas voir. On vous amènera sur le site volontiers lors de notre prochaine visite. D'accord. Bon, maintenant je vais vous demander de faire une comparaison entre les gouvernements congolais et camerounais dans le traitement de votre dossier. Sur les deux gouvernements, dites-moi sincèrement, vous êtes là depuis 3 ans, ça ne avance pas tellement. Est-ce que c'est la même chose que Cam Iron a comme problème? Oui.
ce sont des problèmes. Encore une fois, c'est un seul projet, donc il a de fortes chances qu'il y ait les mêmes problèmes d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'eux, ils ont une dimension un petit peu particulière parce qu'il y a des infrastructures de l'autre côté, donc ça amène à d'autres considérations, d'autres réunions et d'autres autorisations. Du côté camerounais, ils ont été dans l'obligation de déclarer d'utilité publique tout l'espace où le chemin de fer et le port devaient être construits. Donc ça a amené pas mal de travail additionnel. Et du côté congolais, on doit effectivement mûrir l'idée de se dire bon, on va avoir un minage de fer, mais qui va passer de l'autre côté, regarder est-ce que économiquement c'est pas viable de le faire passer du côté de Pointe-Noire, donc avec le port autonome et toutes ces considérations-là. Donc d'un côté comme de l'autre, les délégations travaillent de concert. D'ailleurs, il y a eu récemment une délégation camerounaise qui est venue pour rencontrer leurs homologues du ministère des Mines. Donc il y a un accord bilatéral qui est en cours de négociation entre les deux pays. Mais quand vous vous dites, parce que les gouvernants ici au Congo veulent que les minerais passent par Pointe-Noire, vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant, mais encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais ils le veulent pour la deuxième phase. Pour la première phase, on n'aura jamais construit en 3 ans le chemin de fer qui va nous faire tout passer par Pointe-Noire. Donc le gouvernement ici, ils en ont conscience. Donc ils comprennent tout à fait que ce serait pour la deuxième phase. Et moi, en tant que citoyen congolais, c'est quelque chose que je peux comprendre tout à fait. À partir du moment où c'est économique de faire passer par Pointe-Noire, là, ça devient intéressant. Mais si c'est une proposition qui tue le projet, on ne va pas aller vers une proposition qui met tout le monde au chômage, moi y compris. Donc, si je vous entends bien, passer par Pointe-Noire va tuer le projet. Si on le fait aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de projet. Oui, c'est par rapport au coût de construction du chemin de fer. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres. Par le Cameroun, nous, on est à peu près à 2 milliards de dollars, 2 à 2,5 milliards de dollars. Mais par nos estimations, si on part de Nabeba jusqu'à Pointe-Noire, c'est facilement 10 à 12 milliards. Donc, vous rentrez ça dans un modèle économétrique et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de revenus si vous faites ça. Maintenant, votre projet en général, c'est combien de milliards, le projet Congo Iron? Le projet total, c'est 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Donc, construire un chemin de fer là-bas va coûter 12 milliards. Non. Le chemin de fer, les 12 milliards, ça aurait été si les gens insistent pour nous faire construire de Pointe-Noire-Nabeba. Oui, ça va coûter 12 milliards. Mais nous, l'option qu'on a retenue, c'est 2 milliards de Balam Nambemba. Non, Balam Kribi. Balam Kribi. Côté camerounais. Et ça va coûter 2 milliards. À peu près 2 milliards, 2,5 milliards. Donc c'est juste une histoire de coût, c'est pas... Je voudrais que vous reprécisez encore. Vous me dites que si j'entends bien, le projet coûtera 5 milliards. Oui. Et si ce projet, si on dit que le minerai serait exporté vers le Congo, vers le port de Pointe-Noire, il faudra une addition de 12 milliards encore sur les 5 milliards. Non. C'est le projet à lui tout seul. Regarde, je vais vous donner le minerai de fer, pour passer par le chemin de fer de Pointe-Noire, il faut construire un chemin de fer qui coûte 2,5 milliards. Donc on va dire que c'est à peu près 50% du projet. Si ça passe par le Cameroun, donc c'est les 12 milliards que vous ajoutez aux 2,5 qui restent, donc ce sera à peu près 17,5 milliards. C'est comme ça que vous ajoutez ça. D'accord. Okay. Oui, je comprends pourquoi c'est pas viable. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est pas viable. Mais je tiens à préciser, c'est pas viable aujourd'hui. Mais l'évolution des choses et le fait qu'il y ait d'autres mines aux alentours peut le rendre viable dans le futur. Voilà. Est-ce que vous connaissez une société qu'on appelle ComInvest? Oui. C'est le représentant des actionnaires minoritaires de Congo Iron. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre Congo Iron et ComInvest? Qu'est-ce qui se passe dans quel sens? Eux, ils représentent les investisseurs locaux à l'intérieur de Congo Iron. Et il y a l'équivalent au Cameroun qui s'appelle Holdco, qui représente un actionnaire minoritaire au sein de Cameroun. Donc ce sont des actionnaires locaux. N'y a-t-il pas un problème déjà Congo Iron avec ComInvest, l'actionnaire minoritaire, et les autres actionnaires? Non, il n'y a pas de problème. Il y a des négociations qui sont en cours, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde, aussi bien au niveau de Congo Iron, de ComInvest, de Sundance, de Holdco, de Cameroun, c'est une seule et même ambition, c'est de voir le projet décoller. Donc maintenant, après, il y a effectivement des négociations de la part des différentes
part de chaque entité, mais il n'y a aucun problème de fond. D'accord, je vous pose la question autrement. Quel arbitrage vous faites du différent qui oppose les actionnaires, ceux d'actionnaires minoritaires, que vous dites comme Invest, qui partagent les dividendes, qui mettent entre un certain Otuna, vous le connaissez, Otuna? Okuna, pardon. Okuna, mais c'est le chairman de Cominvest. Oui. Et Pierre Ouba, le ministre du tutelle, oui. Et puis un actionnaire étranger. Il n'y a pas de problème. Il y a des négociations entre les parties, encore une fois, mais le ministre n'en fait pas partie, ça m'étonnerait. Peut-être oui, le ministre n'en fait pas partie. Mais il y a des négociations entre M. Christian Okuna et son... Oui. Et ce M. Christian Okuna, il est parenté à Pierre Ouba? Ah, ça sont des liens de famille. Je suis sûr qu'il doit avoir... un lien de famille. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il est même parenté, donc nous avons effectivement des liens. C'est pas pour ça qu'il s'est retrouvé Il était comme Invest avant de s'arriver à Congo Iron. Non, je ne veux pas dire, pas dit cela. Non, mais je sais, mais je suis juste en train de dire qu'il y a beaucoup de parents dans... Il y a beaucoup de parents. Vous savez, quand vous dites quand il y a beaucoup de parents, ça complique un peu les choses. Je viendrai sur le problème des parents. Mais je veux vous poser la question sur le problème de Cominvest. C'est une société qui n'a pas encore commencé. Congo Iron n'est pas encore en pleine vitesse, Congo Iron. Et déjà, comment vous habituez ce différent entre Christian Okuna et puis un actionnaire étranger? Vous êtes au courant de ça? L'actionnaire étranger, si tant que vous ne me donnez pas de nom, c'est un petit peu difficile, mais je ne vois pas quel actionnaire étranger il peut y avoir. Monsieur Christian Okuna est le chairman de Cominvest. Il a son directeur qui est M. Olivier Sil, qui est d'origine camerounaise, oui, mais qui est implanté depuis pas mal de temps au Congo. Et ils ont des négociations entre les parts, mais ça, ce sont des histoires de l'actionnaire minoritaire qui ne regardent en rien. Qui ne regardent pas l'actionnaire majoritaire. Voilà. Mais vous ne pensez pas que les problèmes entre ces actionnaires minoritaires-là, Sil Mabouang, Christian Okuna, qui est un parent, comme vous avez dit, peut créer que les investisseurs majoritaires prennent peur? Ce qu'il faut savoir par rapport à M. Okuna, c'est que c'est quelqu'un qui a été, et M. Olivier Sil d'ailleurs, c'est que ce sont des personnes qui ont été instrumentales dans la création de Congo Iron. Donc ils ont suffisamment de sagesse et de recul pour bien comprendre les enjeux de ce projet-là. Je ne pense pas, si vous parlez d'un différend qu'ils ont à régler, que ce différend va éclater au point de mettre en danger Congo Iron ou la société mère. Les négociations entre actionnaires, ça se fait tous les jours. Nous, ce qui nous intéresse en tant que Congo Iron ou Maison Mère, c'est que les actionnaires de Cominvest trouvent un terrain d'entente et que la signature se fasse après avec la Maison Mère. Mais à l'heure actuelle, nous, on n'a pas dénoté de problème particulier. La preuve en est, c'est que M. Olivier Sil et M. Okuna travaillent encore ensemble. Oui, quand vous allez voir M. Christian Okuna et Olivier Sil, demandez-les de savoir, bon, je n'ai pas le nom de l'actionnaire étranger, si je vais vous donner, mais ils ont un problème. Il y a un problème d'un côté, il y a Christian Okuna et Sil Mabouang, et de l'autre côté, il y a un actionnaire étranger qui se plaint. Je vous dis clairement, il se plaint que les Christian Okuna et Sil Mabouang ont pris l'argent, le partage des dividendes. Oh, d'accord. Vous êtes au courant de ça? Peut-être pas. Non, mais posez-les la question. Écoutez, je suis quand même au courant je suis quand même directeur général de Congo, donc je dois connaître. Mais cette histoire, c'est une négociation entre les partenaires. Ça ne peut pas... Non, et le partenaire, je sais très bien le partenaire, donc cet étranger, il est camerounais, il était du côté de... Je vous ai dit que Cominvest avait son équivalent à Holdco. Et donc, vu qu'il y avait des parts qui étaient détenues aussi bien par les Congolais du côté de Cominvest et Holdco et des parts des Camerounais du côté de Cominvest, donc maintenant, c'est en gros ce rassemblage-là qui doit être fait maintenant. Et la raison pour laquelle c'est maintenant que toute cette histoire-là un petit peu est en train de remonter à la surface, c'est qu'on est en train de finaliser... on va finaliser nos financements au niveau de la maison mère, donc tout ça doit être mis à plat et ils doivent tous s'entendre les uns avec les autres. Ils doivent tous s'entendre. Oui. Et vous ne voyez pas ce petit feu-là peut créer des problèmes? Vous, en tant qu'expert, vous pensez que non? On anticipe toujours que ça pourrait se produire, c'est pas quelque chose qu'on va minimiser.
Et encore une fois, on compte sur la bonne intelligence de toutes les parties prenantes. Et ils vont pas mettre le feu alors qu'ils savent qu'ils ont des dividendes encore plus grands qu'ils vont récupérer une fois que le projet va rentrer en production. Donc je ne me fais pas plus de soucis que ça. Si la situation se détériore, je viendrai vous voir et je vous dirai vous aviez raison. D'accord, j'espère bien. Bon, et je voulais vous avez parlé de vous-même, de problèmes de famille. Alors, dans votre société, il y a combien de gens de famille qui existent vous, je vous mets en dehors des familles, il y a combien? Qu'est-ce que vous entendez par les gens de famille? Au sein de la société Congo Iron? Oui. Je n'ai aucun membre de ma famille de la société Congo Iron. Vous n'en avez pas? Non, je n'en ai aucun. Je suis arrivé, l'équipe que j'ai trouvée, c'est l'équipe que je dirige aujourd'hui, c'est l'équipe qui est en place. Il y aura des recrutements plus tard qui se feront. Et encore une fois, moi je pousse toujours sur le recrutement de manière transparente. Donc il y aura des appels d'offres dans les journaux, il y aura des entretiens enregistrés. Et comme on dit que le meilleur gagne. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas recruté de personne depuis que je suis arrivé à Congo Iron. Vous êtes l'enfant de quelqu'un classique du pouvoir, les barons de ce régime, ils sont venus pour en 97. Est-ce que vous êtes fier que vous ne travaillez pas dans une société d'État, vous êtes dans le secteur privé? Je ne le regarde pas sur le plan d'être fier. Bon, je mets ça autrement. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que c'est une certaine légitimité que j'ai travaillé dans une société privée à l'étranger avant de venir travailler pour une autre société privée. C'est-à-dire que je ne suis pas rentré, on ne m'a pas fait rentrer de là où j'étais pour me dire, bon, ben, tu vas travailler à la SNPC. Vous n'avez pas bénéficié du soutien de papa? Mon père connaît mon niveau d'indépendance. Il sait que je suis parti à l'internat, j'avais 12 ans et j'ai développé un niveau d'indépendance que je préserve et d'ailleurs il le respecte. Et quelque part, oui, quand vous regardez, vous dites que moi, Yoka, je suis quelqu'un qui est venu, je ne suis pas allé dans un truc gouvernemental, on ne m'a pas poussé. Donc ceux qui vont là-bas, c'est parce que leurs papas sont là, on les pousse. C'est ce que vous dites vous-même, non? Vous dites que bon, ceux-là, ils ne méritaient pas être là-bas, mais comme son papa est fait, on le mis là. Non, je pose ma question. C'est vous qui le dites. Non, moi, tout ce que j'ai dit, c'est que ça ne s'est pas appliqué à moi. Maintenant, si vous pensez que ça s'applique à d'autres... Monsieur Emmanuel Yoka, non. Je pose la question. Ouais. Parce qu'entre nous, on est êtres humains. Moi, quand je reste, je dis, bon, je m'appelle Eli Smith. Ouais. Je suis ici parce que je suis compétent. Tout le monde ne m'aime pas, mais ils savent que ce monsieur connaît son travail. Oui. Alors, vous devez vous poser la question que, écoute, moi, je m'appelle Aimé Emmanuel Yoka. Je me dis aussi que je suis compétent. Et je me dis aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Ça ne changera rien. Et tu te dis aussi que, quand je regarde l'autre monsieur là-bas, il est là parce que c'est son papa qui lui a mis. Mais il y en a de toutes les façons. Comme à la SNPC, par exemple. Il y a toujours du népotisme dans tous les pouvoirs. Moi c'est pas la voie, comme je vous ai dit, c'est pas la voie que je préfère, ouais. Parce que je pense que c'est une double injustice de mettre quelqu'un qui n'est pas compétent, parce qu'on prend la place de quelqu'un qui est compétent. Et maintenant, ce sont les choix et les voies que les autres empruntent. Moi, j'aime votre franchise. Vous dites, j'aime ça. Vous n'êtes pas un homme politique. Je constate que vous êtes différent de votre père. Je ne vais pas faire la défense de mon père ici, mais c'est quelqu'un de généralement franc également. Il est connu pour son franc-parler. C'est vrai, je l'ai déjà interviewé. Il a parlé. Si un autre ministre de Sassou ne parlerait pas comme lui. Ah, ouais, bon, mais quand vous restez, je suis content. Dites aux Congolais qu'est-ce que les Congolais profiteront de Congo Iron à la fin, parce que vous êtes le directeur général de Congo Iron, un Congolais qui va vous suivre demain là, ou ce soir qui vous suit et vous suivra peut-être. Et qu'est-ce que le Congolais ordinaire va profiter? Est-ce que ça serait comme le pétrole? Tu sais, le pétrole, on parle beaucoup, mais on ne voit pas ce qu'elle fait. On veut que l'effet soit, le Congolais ordinaire doit sentir, toucher du doigt. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'un Congolais ordinaire peut penser? Qu'est-ce que vous allez dire sur Congo Iron? Je vais peut-être pas m'attarder sur Congo Iron, je vais parler du secteur minier, d'une manière générale. Le secteur minier, ça offre, je veux presque dire, une deuxième chance au Congo. Le pétrole, il a été développé. Il est encore en train de se développer. Le secteur minier, c'est la proposition d'avoir des emplois créés pour les Congolais. Et si vous regardez bien, il y a énormément de sociétés. Les sociétés minières, ce sont des sociétés étrangères, donc c'est le secteur privé. Okay?
Le secteur privé recrute énormément sur les compétences. Il n'y a pas de népotisme généralement sur le secteur privé. Vous dites ça, monsieur. Donc, ça veut dire dans le secteur du gouvernement, là, la SNPC, SNE, là-bas, c'est le népotisme. Vous pensez beaucoup à la SNPC, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Non, je donne, c'est l'État, les grandes sociétés d'État. Bon, SNE aussi, c'est l'État. Oui, voilà, il y a aussi la SNE. Port autonome de Pointe-Noire. Oui, il y a le port autonome de Pointe-Noire, mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le recrutement dans les sociétés privées minières se fait beaucoup, ce sont des recrutements qui sont beaucoup plus transparents, et donc je crois que ça offre des vraies perspectives pour les Congolais. Nous, tous les Congolais qui sont à Congo Iron, vous voyez les interviewer, ils sont arrivés à Congo Iron par leur propre mérite. Et nous, c'est vraiment une logique en tant que secteur minier qu'on veut vraiment développer à toutes les autres entreprises minières qui vont exister. C'est-à-dire qu'on veut recruter les meilleurs. Et on a mentionné tout à l'heure le fait qu'on regarde à Mayangwabi les notes des gens. On ne regarde pas les noms, l'origine, s'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On regarde vraiment les appréciations des professeurs et les notes. Dans mon service, parmi mes collaborateurs, je n'ai aucune idée de l'endroit où viennent la plupart de mes collaborateurs. Je ne m'attarde pas à ce genre de choses parce que pour moi, je pense vraiment que ce sont des détails qui sont susceptibles de créer énormément de distractions. Donc je ne fais jamais attention à ça, je regarde juste la compétence et je regarde la motivation des gens qui m'entourent. Vous pouvez regarder la motivation et la compétence des gens qui vous entourent. Monsieur Aimé Emmanuel Yoka, c'est un honneur de vous recevoir. C'était un vrai plaisir. D'accord. Merci. Ok. Voilà, vous avez suivi là l'interview qu'on a eue avec le directeur général de Congo Iron. Il s'appelle Aimé Emmanuel Yoka. Et vous avez vu qu'il se défend très bien et qu'il n'a pas été recruté là-bas parce que son papa est ministre de la Justice ou un baron de ce régime, comme on le sait, beaucoup le font, on ne peut pas refuser. Et il a le mérite là où il est. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.